Will est un élève en échec dans une prestigieuse académie de magie, mais comme il manque de toute forme de magie, il compense en utilisant une épée pour abattre ses ennemis. Un jour en classe, le professeur Edward donne une leçon sur la façon dont les gens peuvent produire du feu avec l'aide de catalyseurs et un peu de magie. Parmi tous les élèves de la classe, il décide de choisir Will pour démontrer l'expérience, sachant qu'il est incapable d'utiliser la magie. Il fait cela parce qu'il a une aversion profonde pour Will. Will n'a pas d'autre choix que d'obéir à son ordre, il se rend donc à l'avant de la classe et tente de faire fonctionner le sort, mais comme prévu, rien ne se passe. Toute la classe ne perd pas de temps pour se moquer de lui pour ses échecs répétés. Edward leur dit de se calmer, mais c'est juste parce qu'il veut personnellement ridiculiser Will pour être incapable d'un sort aussi rudimentaire. Will excelle en théorie magique, mais il n'a absolument aucun talent magique, ce qui fait qu'Edward le méprise pour penser qu'il peut fréquenter une école de magie sans magie. Un étudiant de la classe lance le sort de feu depuis son siège pour allumer le catalyseur devant Will. Bien qu'Edward ne soit pas du tout concerné par la sécurité de Will, ce serait quand même mauvais pour son dossier si son élève mourait brûlé vif, il demande donc à Chion de s'abstenir de faire des choses imprudentes à l'avenir. Chion s'excuse et dit qu'il essayait juste d'aider un peu, puisque Will ne sera évidemment pas capable de faire la démonstration. Cela dit, Edward conclut l'expérience et commence un discours sur la suprématie de la magie dans ce monde, affirmant que les gens qui n'ont aucun talent pour cela n'ont pas le droit d'exister dans cette académie de magie. Tout cela est dit en regardant directement Will dans les yeux. Après la classe, Will se sent épuisé par toute la haine qu'il a reçue, mais les gens adorent le détester, alors Chion le suit hors de la classe pour continuer à le harceler. Heureusement, il y a encore quelques personnes qui sont du côté de Will, comme Colette, qui vient à sa défense. Chion demande pourquoi Colette défend Will alors qu'elle est une élève d'honneur et que Will est à un demi-point de l'exclusion. Mais elle répond que cela n'a pas d'importance, car Will est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée et il travaille beaucoup plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Chion est stupéfait pendant un moment, puis il commence à rire, car peu importe combien Will est gentil ou travailleur, cela ne changera pas le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il ne deviendra jamais un mage sans magie. Chion et ses amis laissent Will tranquille pour l'instant, et en marchant ensemble, Colette dit à Will de ne pas se laisser affecter par ce que Chion et le professeur Edward ont dit, car ils l'ont fait juste pour l'humilier. Mais Will dit que c'est bien, car il n'est vraiment pas capable d'utiliser la magie. En plus, il se considère chanceux, car leur haine a poussé une fille mignonne comme Colette à vouloir traîner avec lui. Colette est embarrassée quand il dit cela, alors elle dit à Will que la flatterie ne la fera pas sortir avec lui, mais Will dit qu'il ne faisait que dire une vérité, car il trouve Colette vraiment mignonne. Cela embarrasse encore plus Colette, et elle tombe presque amoureuse de Will sur le coup, alors elle le repousse un peu pour pouvoir réfléchir clairement et rester calme. Elle est techniquement une noble, donc elle ne peut pas se laisser tomber amoureuse si facilement. Après avoir retrouvé son calme, elle regarde Will, mais il est occupé à regarder le ciel, car il est particulièrement beau aujourd'hui. Il y a longtemps, les habitants de ce monde vivaient dans une obscurité constante, craignant les hôtes célestes qui régnaient sur eux. Cependant, tout a changé lorsque le gang des sorciers de l'ombre s'est allié pour s'opposer aux célestes et apporter la lumière du ciel à tout le monde. Ces sorciers en sont venus à être connus sous le nom de Magiavande, et ils sont considérés comme l'incarnation suprême de la magie. Aucun mage vivant aujourd'hui n'a jamais été capable de se montrer à la hauteur de ce titre. Colette se demande si la princesse des glaces, Alvivina, les surveille en ce moment, et Will dit qu'il en est sûr, car il sait qu'elle les regarde actuellement depuis sa fenêtre au sommet du monde. Quand Will était plus jeune, il avait une amie d'enfance appelée Elphalia, qui lui parlait du soleil et de la lune, qu'elle avait lu dans ses livres. Elle était particulièrement excitée à l'idée de voir le coucher de soleil, car il est censé être très beau, et elle espérait qu'ils pourraient devenir Magiavande ensemble un jour et voir le soleil ensemble. Will lui a promis de devenir un Magiavande avec elle, mais même si cela pouvait n'être qu'une promesse entre enfants, Elphalia a réellement travaillé dur pour y arriver et elle a rapidement gravi les échelons de la tour grâce à son travail acharné. En revanche, Will n'avait aucun talent pour tenir sa promesse, mais il essaie toujours de faire de son mieux pour grimper la tour, même si ce n'est qu'un rêve délirant. Cependant, même avec sa détermination inébranlable, cela ne l'empêche pas de s'effondrer comme un biscuit lorsqu'il se fait gronder. Will demande au professeur Workner de se calmer un peu, mais Workner est légitimement en colère, car Will est allé dans le donjon encore une fois malgré le danger qu'il représente, et il est même allé jusqu'au 7e étage. Il s'inquiète que Will finisse par se faire tuer à ce rythme, donc Will implore son pardon, mais il demande aussi s'il peut obtenir son crédit supplémentaire maintenant. Workner est toujours en colère contre lui pour être allé dans le donjon seul, mais comme Will a réussi à revenir avec la preuve qu'il a tué un garde maléfique, il lui accorde 2 points de crédit supplémentaires. Will célèbre avec son familier pendant que Workner prépare les papiers, mais alors qu'il le fait, il demande à Will s'il n'a toujours pas renoncé à devenir un Magiavande. Pour devenir un Magiavande, Will devrait d'abord passer à une institution supérieure et pour cela, il lui faudrait un total de 7200 crédits. Normalement, les étudiants accumulent ces crédits dans des matières comme la pratique de l'écriture et les sorts, mais comme Will ne peut pas utiliser la magie,
il ne gagnera jamais de crédit pour les sorts. Will en est déjà conscient, c'est pourquoi il voulait compenser en faisant du travail supplémentaire en pratique, mais Workner lui a déjà expliqué qu'il est pratiquement impossible de gagner suffisamment de crédit pour passer uniquement par la pratique. Will réalise que ses chances sont minces, mais il veut toujours garder espoir de pouvoir tenir sa promesse de devenir un Magiavand. Dans tous les cas, Workner dit à Will que devenir un Magiavand est encore très loin et que Will pourrait même ne pas obtenir son diplôme s'il ne commence pas à gagner plus de crédits. Workner a entendu dire que Will n'a pas réussi à obtenir des crédits lors de son dernier examen, donc à moins qu'il ne veuille échouer, il doit gagner 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Will est choqué, car cela signifie qu'il ne lui reste que 2 jours avant la date limite. Avec peu d'options restantes, il commence à chercher dans ses notes en espérant trouver un monstre qu'il peut tuer et qui vaut 4 crédits. Il est vraiment désespéré de trouver quelque chose, alors que Workner ne veut pas encourager Will à aller dans le donjon, il lui parle d'un Baskerville, un monstre au 6e étage du donjon, et Will n'a pas encore soumis celui-là, donc il pourrait obtenir les crédits nécessaires en le tuant. Will court vers Workner pour le remercier de toute l'aide qu'il lui a apportée, mais Workner lui dit de ne pas s'accrocher si fort, car cela pourrait mettre son travail en danger. Malheureusement, Shion était dehors, près du bureau de Workner, pendant toute la conversation, donc il sait que Will prévoit d'aller dans le donjon pour tuer le Baskerville, et en véritable ennemi, il prévoit d'y descendre en premier pour le tuer, afin que Will ne puisse pas obtenir les crédits nécessaires pour rester à l'école. Un peu plus tard, Will arrive au 6e étage du donjon et il est de bonne humeur car il a déjà combattu un Baskerville auparavant, donc cela devrait être une victoire facile pour lui. Son familier ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Will d'entrer dans cette situation avec tant de confiance, mais Will dit qu'il n'y a rien à craindre tant qu'il fait attention au souffle de flamme du Baskerville, pour éviter de se faire brûler comme la dernière fois. Cependant, pour trouver ce Baskerville, il dépend de Kiki pour le flairer. Pendant ce temps, Shion et ses amis sont en mission de haine pour s'assurer que Will soit renvoyé de l'académie. Ses amis haïssent Will tout autant que lui, alors il prévoit de tuer le Baskerville en premier, après cela, de battre Will pour faire passer un message. Ils sont tous d'accord avec le plan, mais un de ses amis demande si c'est vraiment sûr pour eux d'être aussi profondément dans le donjon à seulement 3. Shion s'offense de la question, disant qu'il est plus que suffisant pour les protéger tous. Les autres laissent tomber car ils ne veulent pas énerver Shion, alors il continue de marcher tandis que Shion continue de haïr Will intérieurement. Selon lui, quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie ne devrait même pas oser parler des Magiavandais, donc la simple vue de Will l'offense. Une fois qu'ils sont entrés profondément dans le donjon, Shion se tourne vers ses amis pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, mais un instant plus tard, un de ses amis est frappé si fort qu'il est projeté contre un mur et il n'y a aucune chance qu'il ait survécu. Shion reste calme en face du monstre, mais l'autre gars commence à paniquer. Will entend les cris du gars et réalise instantanément que quelqu'un doit être en difficulté, alors il se précipite pour aider. Il ne peut pas croire qu'il y ait d'autres personnes aussi profondément dans le donjon, mais d'après le son qu'il vient d'entendre, ils ne peuvent pas être très loin. Quand Will arrive sur les lieux des cris, il se cache derrière un mur et aperçoit quelqu'un qui tire désespérément des boules de feu sur le monstre tout en tremblant de peur, mais aucune de ses attaques n'a d'effet. Ce monstre est un sentinelle maléfique et, d'après ce que Will sait, il vaut 10 points. Will n'en a jamais vu un en personne auparavant car l'habitat des sentinelles devrait être plus profond dans le donjon, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit monté au 6e étage. Plus important encore, la personne attaquée est Shion et aucune de ses incantations n'a d'effet sur la sentinelle, donc il n'a aucune chance. La première pensée qui vient à l'esprit de Will est de sauver Shion, mais ensuite, il prend un moment pour réfléchir et conclut que Shion le hait depuis toujours, alors pourquoi Will devrait-il se sentir obligé de le sauver maintenant, puisque personne ne saurait s'il le laissait mourir. Il est sur le point de fermer les yeux et de faire comme s'il n'avait jamais été là, mais ensuite, il a un flashback d'un moment avec Alaria, lorsqu'elle lui a dit qu'elle aimait à quel point Will était gentil et courageux, ce qui est la raison pour laquelle elle lui a offert une paire de lunettes en cadeau. Will a toujours cette même paire de lunettes à ce jour et s'il veut continuer à être la personne qu'Alaria a toujours aimée, il doit mettre de côté ses rancunes personnelles et sauver Shion, même s'il est un imbécile. Alors que la sentinelle est sur le point de tuer Shion, Will intervient et bloque l'attaque avec son épée. Au même moment, de retour à l'académie, le professeur Edward entre en courant dans le bureau de Workner pour lui dire que Shion et ses amis sont tous allés dans le donjon sans permission. Il veut que Workner utilise son familier pour les localiser avant qu'ils ne se fassent tuer, alors Workner prend son oiseau et demande à quelle profondeur ils sont allés. Edward répond qu'il devrait être au 6e étage et dès que Workner entend cela, il est soulagé car cela signifie que Will est avec eux et tant qu'il est là, il peut gérer n'importe quel monstre qui les attaque. Il utilise sa boule de cristal pour montrer à Edward ce que Will fait en ce moment et il affronte le sentinelle. En un clin d'œil, Will a déjà coupé un des doigts du sentinelle et lorsque le sentinelle tente de contre-attaquer, il bloque le coup en plein air et recule pour créer un peu d'espace. Will se précipite ensuite de nouveau et le sentinelle ne peut pas du tout le suivre. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, Will est déjà sur lui et lui a planté son épée dans l'épaule.
Shion ne peut pas croire ce qu'il voit car il n'a jamais pensé que Will serait aussi fort. Même Edward est choqué, alors Workner lui explique que Will est une anomalie incroyable. Il possède une force surhumaine qu'un mage ne pourrait jamais espérer atteindre, un corps plus résistant qu'un téléphone Nokia, et des compétences d'observation incroyablement précises qui lui permettent de comprendre la stratégie d'un ennemi et de former des contre-mesures après une seule attaque. Ainsi, lorsque le sentinelle tente de trancher Will de nouveau, il peut parfaitement prédire l'attaque et l'esquiver tout en coupant le bras du sentinelle dans le processus. Will peut ne pas être capable d'utiliser la magie, mais il est plus que capable de compenser avec son épée. Alors que le sentinelle se tord de douleur, Will saisit l'épée du sentinelle d'une main et se prépare à le finir une fois pour toutes. Le sentinelle tire une décharge de plasma comme dernier effort, mais un seul coup d'épée de Will est bien plus puissant, et Will tranche le sentinelle en deux, revendiquant ainsi sa victoire. Une fois que tout est fini, Will se dirige vers Shion pour lui demander s'il va bien. Shion a toujours une rancune contre Will, mais Will vient de lui sauver la vie, alors il ravale sa fierté. Cependant, même après avoir été témoin de tout ce combat et de la capacité de Will, cela n'empêche pas Edward de le détester encore plus, car il ne supporte pas qu'un non-magicien soit plus fort que des étudiants utilisant la magie. Edward quitte le bureau de Workner en rage et tandis que Workner est fier de Will pour avoir sauvé Shion, il est toujours en colère contre lui pour s'être mis en danger. Cependant, une fois de plus, Will a réussi à vaincre le monstre, alors Workner attribue à Will 10 points pour avoir tué le sentinelle. Il y a 5 ans, Will était la risée de toute l'école à cause de son manque de magie, et apparemment, la seule raison pour laquelle il avait été autorisé à s'inscrire ici en premier lieu était parce qu'il était ami avec Elfaria. Mais comme elle était déjà devenue une magiavande à l'époque, il n'y avait plus de raison pour l'école de prétendre être gentille avec lui. Will a dû endurer toutes les moqueries pendant tout ce temps, mais cela ne l'a pas empêché de travailler dur pour obtenir son diplôme. Workner accompagnait Will pour être évalué par la directrice, et elle avait évidemment des doutes quant à savoir si Will était fait pour cette école ou non. Mais une fois qu'elle lui remet une épée et commence le test, Will est capable de contrer chacun de ses sorts de feu en une fraction de seconde. Elle est tellement impressionnée qu'elle dit que Will est autorisé à rester à l'école. Workner est un peu surpris, car il ne pensait pas qu'il serait si facile de la convaincre. Il est vrai que Will n'a aucune magie, mais plus important encore, elle pense que ce sera amusant d'avoir quelqu'un comme Will autour de lui. Will demande à la directrice s'il peut être aux côtés d'Elfaria à nouveau s'il devient assez fort, et elle lui dit qu'il devra travailler très dur et rester imperturbable face aux défis en cours de route, mais même alors, il n'y a aucune garantie. Mais alors que Will part, elle remarque que ce sera amusant de voir ce que Will peut accomplir. De retour au présent, Will est actuellement dans la classe de Workner alors qu'il enseigne à tout le monde la tour de la magie. Gravir la tour signifie avancer à l'institut supérieur jusqu'à l'étage le plus haut où l'on deviendra un magiavande. À l'heure actuelle, il existe 2 méthodes pour devenir un magiavande, soit créer un nouveau type de magie, soit gagner plus de 7200 crédits dans cette école. Mais il est assez rare d'inventer de la nouvelle magie, alors les étudiants se concentrent généralement sur l'obtention de crédits. Cependant, puisque c'est une classe de rattrapage, tout le monde ici risque de redoubler, surtout Will. Après les cours, Colette retrouve Will et lui demande comment il se sent, car les cours de rattrapage de Workner sont notoirement stricts. Will convient que Workner est un enseignant strict, mais pour être honnête, il est heureux que Workner soit assez gentil pour offrir des cours de rattrapage en premier lieu, car la plupart des professeurs ne se donneraient pas la peine de le faire. Alors qu'ils tournent au coin, ils entendent une agitation, alors ils écoutent et entendent les amis de Shion le féliciter pour avoir vaincu le sentinelle maléfique. Nous ne remettrons pas en question comment il a survécu, mais d'une manière ou d'une autre, au moment où il s'est réveillé, la seule chose que Mars a vue était Shion et un sentinelle maléfique vaincu, ce qui signifie que Shion devait l'avoir vaincu. Tout le monde croit que Shion est incroyable pour avoir pu tuer un monstre aussi puissant qu'un sentinelle maléfique, mais au fond de lui, Shion sait qu'il est un imposteur, car celui qu'il a réellement vaincu était Will. Juste à ce moment-là, il remarque Will passer et il prend cela comme une insulte personnelle, alors il va voir Will et commence à se battre avec lui à nouveau. Cependant, il est beaucoup plus difficile pour lui de voir Will comme inférieur lorsqu'il sait que celui-ci pourrait facilement l'éliminer en un coup maintenant, mais choisit de ne pas le faire. Il lâche la veste de Will et commence à s'éloigner sans dire un mot. Une fois Shion parti, Colette demande à Will s'il s'est passé quelque chose entre eux, et il s'est certainement passé quelque chose. Au même moment, Edward vient d'entrer en trompe dans le bureau de la directrice Coldron et exige que Will soit immédiatement expulsé. Coldron demande pourquoi Edward veut soudainement expulser Will sans préavis. Il est déjà dans sa 6e et dernière année à l'académie, donc ils ne peuvent pas simplement l'expulser sans raison. Edward tente de faire valoir que Will ne peut pas rester à cette école car il est un guerrier, pas un mage, et il ne supportera pas que quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie essaie de le surpasser. Coldron sort les dossiers de Will et fait remarquer que Will a des scores exceptionnels en rédaction et que ses rapports sur la magie sont incroyablement perspicaces. Donc, mis à part le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie, il est la définition même de l'élève parfait. Si son rêve était de devenir un magiavande,
il pourrait facilement exceller dans n'importe quelle autre profession qu'il choisirait, et c'est le devoir de l'académie de former des personnes instruites pour le jour des fadets. Cependant, Edward déclare que le fait que Will veuille devenir un Magiavand est le problème. Coldron peut comprendre les arguments d'Edward, alors elle propose une solution. Elle dit à Edward d'aller tester personnellement Will, et si Will ne peut pas réussir le test d'Edward, alors il sera libre de l'expulser s'il le souhaite. Edward demande si Coldron est sûr de vouloir laisser le test de Will entre les mains de son détracteur numéro 1, et Coldron répond qu'elle est d'accord avec cela, car cela ne fera aucune différence. En fait, elle pense que ce sera plus divertissant d'avoir celui qu'on appelle le serpent noir pour tester Will. De son côté, Will se prépare pour son prochain cours et demande à Colette de l'aider à ouvrir son casier pour lui. Elle le fait avec plaisir et il s'excuse de lui demander cela tout le temps puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Elle dit que cela ne la dérange pas, mais elle remarque ensuite l'épée de Will dans son casier et lui demande s'il s'entraîne toujours avec elle. Will dit qu'il le fait, mais qu'il n'a pas pu obtenir la permission de l'utiliser pendant qu'il est à l'école, et dans son dortoir, son colocataire ne le laisse pas faire quoi que ce soit de dangereux. Il se dirige ensuite avec Colette vers la bibliothèque pour étudier ensemble, et Will prend ses études très au sérieux malgré le fait qu'il ait déjà appris ce sujet auparavant. Colette lui dit de se détendre, car il est déjà le meilleur de la classe en rédaction, mais Will dit qu'il doit continuer à étudier dur car il ne peut pas se permettre de perdre un seul crédit. De plus, il aime apprendre l'histoire du point de vue des autres races, en particulier parce qu'il peut s'identifier aux nains. Il marche à la guerre contre des mages puissants, mais ils n'ont jamais abandonné malgré le défi. À ce moment-là, Colette remarque que Will a une mèche de cheveux blancs et dit que c'est probablement parce qu'il se surmène. Elle propose de la lui arracher et même si Will dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, elle insiste. Cependant, au milieu de leur flirt, Edward apparaît derrière Will et lui dit de venir seul à la salle des sorts, car il y a quelque chose qu'il doit faire. Un peu plus tard, Will arrive à la salle des sorts et Edward dit qu'il va offrir à Will un cours de rattrapage spécial, donc il devrait être reconnaissant. Will a du mal à croire qu'Edward lui propose un cours de rattrapage, mais il sait que cela ne cache pas de bonnes intentions. Edward veut voir ce que Will peut vraiment faire, alors il tire un coup de semonce pour lui faire savoir que c'est sérieux. Il lui dit que s'il réussit à lui porter un coup, Edward lui accordera 5 crédits de travail des sorts, sinon, s'il échoue, il sera immédiatement expulsé. Il dit également à Will qu'il n'est pas autorisé à refuser ce test. Pendant ce temps, Workner vient d'être convoqué dans le bureau de Coldron et elle s'excuse de l'avoir appelé ici à un si court préavis, mais elle pense que Workner doit être informé de ce qu'Edward est en train de faire. Elle lance un sort pour lui montrer le test qu'Edward donne à Will et lui interdit d'intervenir pour quelque raison que ce soit. Elle pense qu'il est juste qu'Edward obtienne sa demande accordée puisque Workner a eu la même chose lorsqu'il a demandé à surveiller Will. Cependant, Workner pense qu'il est trop cruel de laisser Edward, de toutes les personnes, être celui qui teste Will, car c'est un homme qui a failli devenir un Magiavand. Il a peut-être échoué, mais il possède toujours un pouvoir équivalent à celui d'un Magiavand, donc Will est en grand danger en ce moment. Jusqu'à présent, Will a réussi à éviter d'être touché par les sorts d'Edward, mais Edward n'a utilisé que de la magie noire de bas niveau jusqu'à présent. Will ne peut pas croire combien de puissance Edward produit. Will doit riposter d'une manière ou d'une autre, alors il essaie de courir derrière Edward et de lui donner un coup de pied, mais Edward est facilement capable de le bloquer avec un sort de bouclier. Le bouclier est trop fort pour que Will puisse le briser à main nue et Edward le traite de désespéré pour avoir pensé qu'il pourrait percer un bouclier magique avec un coup de pied. Edward le projette ensuite au loin, et Will commence à s'inquiéter de ne peut-être pas trouver de moyen de gagner, car Edward est tout simplement trop fort pour lui en l'état actuel. Edward dit à Will qu'il se limitera à 2 sorts, un pour attaquer avec du feu et un pour se défendre contre les attaques grossières de Will. Cependant, même si ce n'est qu'un seul sort d'attaque, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce sort peut surpasser une personne qui en a appris 1000. Edward est en train de lancer son sort de feu et Will sait que cela lui sera fatal s'il est touché, alors il commence à fuir, mais Edward parvient toujours à le frapper. Edward semble prendre plaisir à cela, car il a l'air de diriger une symphonie des cris de Will. Will finit par tomber au sol et réalise qu'il n'a aucun moyen de battre Edward comme ça, mais s'il avait son épée, il pourrait au moins tenir tête à Edward. À l'extérieur de la salle des sorts, Colette rangeait ses affaires dans son casier et était très inquiète pour Will, car Edward demandant à Will de venir seul pour des cours de rattrapage ne pouvait pas être un bon signe. Tout à coup, Kiki arrive en courant dans la pièce, couverte de sang de Will, et essaie de récupérer l'épée de Will dans son casier. Colette réalise alors que quelque chose de grave est arrivé à Will et ouvre son casier pour qu'il puisse lui apporter son épée. Pendant que Will est allongé par terre, Edward marche lentement vers lui en disant que Will ne pourrait jamais espérer devenir un Magiavand s'il ne peut pas le surpasser ici. La magie a toujours régné en maître, même dans le passé, lorsque les nains sont partis en guerre contre les mages. Contre une armée de 10 000 nains, il n'a fallu qu'un seul mage pour les anéantir tous. L'épée ne comparera jamais à la baguette. Mais même si les chances sont insurmontables, Will veut toujours devenir un Magiavand. Il fera tout ce qu'il faut pour y parvenir. Edward ne comprend pas pourquoi Will irait si loin pour devenir un Magiavand,
Alors il lui demande s'il a un objectif noble qu'il veut accomplir. Will lui dit alors qu'il veut être aux côtés de la fille qu'il aime, mais Edward pense que c'est une raison stupide. Cela peut sembler ridicule à Edward, mais Will a fait une promesse à Elfie et, quoi qu'il en coûte, il veut pouvoir regarder le coucher de soleil avec elle. À ce moment-là, Colette arrive à la salle des sorts et lance l'épée de Will vers lui. Will attrape l'épée et remercie Colette tout en affichant un beau sourire. Maintenant qu'il est enfin armé, Will peut contrer le sort de feu d'Edward. Edward est très énervé lorsqu'il voit Will tout confiant d'un coup. Sans tarder, Edward balance un sort mais Will parvient à le dézinguer facilement. Edward est choqué que Will ait pu couper à travers le sort, mais il réalise que c'est parce que l'épée de Will est spéciale. Même ainsi, il a toujours l'intention de prouver que Will n'est pas de taille face à un mage. Will est terrifié par les flammes d'Edward et, s'il le pouvait, il aurait fui ce combat depuis longtemps. Mais affronter Edward est le seul moyen pour Will d'avancer, alors il charge Edward tout en esquivant toutes ses attaques. Alors qu'il se rapproche d'Edward, Will se rappelle de la bataille entre le général nain et le mage, au cours duquel le mage a finalement reconnu la vaillance du général et c'est bien la même chose que Will compte faire avec Edward. Il crée ensuite une diversion pour détourner le regard d'Edward, tout en le contournant sur le côté. Il se lance dans les airs puis prend appui sur la charpente pour avoir de l'élan. Une fois suffisamment proche, il tranche à travers la barrière d'Edward et réussit à égratigner la joue d'Edward. Edward est forcé d'admettre que Will a réussi le test, alors il lui attribue ses 5 crédits et s'éloigne. Will s'effondre par terre d'épuisement et Colette court le féliciter pour sa victoire, mais il est complètement évanoui. Coldron loue la performance de Will et Walker dit que sa stratégie de plonger dans l'attaque pour réduire la distance et attaquer d'un angle mort était brillante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que son coup d'épée était suffisamment puissant pour surpasser le bouclier d'Edward. Ainsi, Will pourrait bien avoir ce qu'il faut pour devenir un magiavant d'après tout. Pendant ce temps, dans le dortoir de Will, sa colocataire prépare le dîner et s'impatiente de sa rentrée, pour déguster le plat qu'elle a fait avec amour et la déco en dit long sur le sujet. Dans un flashback, nous voyons Will et son amie Elphalia lorsqu'ils étaient jeunes. Elfie lui dit qu'il est très gentil et encourageant avec tout le monde. Elle lui offre ensuite une paire de lunettes en cadeau et lui dit adieu, le laissant le cœur brisé. Will l'appelle et lui dit qu'il atteindra la tour lui aussi, même s'il ne peut pas utiliser de magie, et que, peu importe ce qui essaiera de les séparer, il viendra pour elle comme il l'a promis. Elle pleure et dit qu'elle l'attendra, peu importe le temps que cela prendra. Puis elle part et Will pleure également beaucoup. Il parle ensuite au professeur Workner et lui dit que c'est la dernière fois qu'il pleurera ainsi. Plus tard, nous voyons Will et son compagnon Kiki distribuant des journaux aux maisons. Il rencontre un homme du nom de Ronan, qui le salue et l'encourage, puis lui dit qu'ils se reverront chez Gina, alors Will s'en va en le remerciant. Alors que Will court rapidement, il trébuche et tombe, mais avant de toucher le sol, il parvient à rassembler tous les journaux avant qu'ils ne se dispersent. Il voit ensuite une annonce indiquant que son amie Elfie a créé un nouveau sort original et est la première à réaliser cet exploit en inventant 12 sorts. Il remarque qu'elle travaille vraiment dur et décide qu'il doit aussi donner le meilleur de lui-même. Ensuite, nous voyons l'étudiant Rosti, surpris par Will qui lui demande s'il peut fabriquer un outil magique pour lui. Rosti demande pourquoi il est si pressé et Will explique qu'Elfie a fait une demande et qu'il doit aller la voir. Il ajoute qu'il n'a pas de cours aujourd'hui donc il priorise cette tâche. Rosti demande si la tâche est difficile et Will répond que la demande consiste à collecter des cœurs de glace de marcheurs de givre car elle a besoin de nombreux catalyseurs magiques et tous les étudiants contributeurs seront rémunérés. Il dit que la cible se trouve dans le 4e étage, donc il a besoin des outils magiques de Rosti. Rosti accepte, disant qu'il a déjà apporté des améliorations à la version précédente et donne les outils à Will. Will le remercie et Rosti lui donne du pain à manger, lui conseillant de prendre soin de lui. Il est ensuite dit que la reine de la magie Mercedes, l'une des grandes pionnières, a un jour dit que tout est né du donjon. Les enfants de la magie puisent leur connaissance et leur sagesse de celui-ci et suivent ses chemins. Ils transforment l'inconnu en connu et le conquièrent. Tout est connecté les uns aux autres. Après cela, nous trouvons Will au 4e étage du donjon errant seul. Tous les étudiants commencent à détruire les créatures de glace pour obtenir les cœurs de glace. Il remarque qu'il y a une grande ruée en raison de la demande d'Elphalia. Il est ensuite surpris de voir l'étudiant Chion, très fort, détruire tous les marcheurs de givre en un coup. Chion dit que de tels faibles ne sont pas suffisants pour son objectif. Will se rappelle alors du moment où il a combattu le monstre géant. Will voit Chion de loin et commente à quel point il est fort, mais il semble qu'il ne soit là que pour verser du sang. À ce rythme, il ne restera rien à chasser pour Will, alors il plonge rapidement plus profondément dans le donjon pour trouver des monstres. Il est choqué de rencontrer de nombreux monstres géants et l'un d'eux manque de tuer une étudiante. Will la sauve rapidement avec sa vitesse exceptionnelle et son épée tranchante, abattant 3 monstres à la fois. La fille est étonnée et remarque qu'il n'a utilisé aucune magie, seulement son épée. Elle le remercie de l'avoir sauvé et il se présente comme Will. Elle répond que son nom est Iris Churchill. La scène se déplace ensuite vers le professeur Workner à l'académie, expliquant aux étudiants que créer de la nouvelle magie dans ce monde est un grand accomplissement. Il mentionne que la nouvelle magie est généralement nommée d'après son créateur ou tire son nom de mots associés au créateur.
Il explique que le sort de magie noire d'Axe d'Alnican a été nommé d'après un ancien sorcier, d'Albican, le gardien de feu. Il leur dit que quiconque crée une nouvelle magie verra son nom gravé dans l'histoire. Les étudiants remarquent que cela est décrit comme si c'était simple. Une étudiante demande au professeur si cela signifie qu'Elphalia, mentionnée dans les journaux ce matin-là, est vraiment si talentueuse. Le professeur répond que, pour la décrire avec précision, elle est incroyablement talentueuse à un degré extraordinaire. Il ajoute qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un créant 12 sorts originaux auparavant et qu'à cet égard, elle peut être considérée comme l'une des plus grandes sorcières de l'histoire. Tout le monde est étonné et remarque à quel point elle est incroyable, notant que la magie de glace est désormais considérée comme la plus puissante. Ils expriment leurs intentions de rejoindre la guilde de glace. Colette dit ensuite qu'Elphalia est l'amie d'enfance que Will poursuit, et que depuis qu'elle a fait cette demande, l'école est en chaos. Son amie la taquine en disant qu'elle ressemble à une jeune fille solitaire et qu'elle est jalouse de l'amie incroyable de Will, Elphalia, et qu'elle volera Will d'elle. Colette répond en disant à son amie de ne pas dire de telles choses grossières. Elle pense ensuite à elle-même, se demandant si Will est de nouveau allé dans le donjon à cause d'Elphalia. La scène se déplace alors vers Will et la fille qui l'a sauvé des monstres. Elle lui demande alors si c'est lui le fameux bachoteur, dont tout le monde parle. Elle ajoute s'il n'est pas celui qui ne peut pas utiliser la magie. Will lui demande pourquoi elle l'appelle monsieur et elle lui dit qu'elle a 14 ans, 2 ans de moins que lui. Will lui demande si cela ne la dérange qu'elle soit sans talent, mais elle réplique en lui disant qu'elle ne peut pas mépriser la personne qui l'a sauvée. Elle lui dit alors, même si tu ne peux pas utiliser la magie, je respecte ceux qui ont leurs propres talents uniques. Embarrassée par ces paroles, Will demande, es-tu ici pour la demande aussi? Elle répond affirmativement en disant qu'elle veut aussi être utile et devenir l'une des personnes qui soutiennent le ciel. Will pense qu'Iris ne plaisante pas en disant ces propos. Dans ce monde, personne ne connaît encore le véritable ciel. Ce qui enveloppe ce monde est une fausse voûte céleste, c'est la grande barrière, et elle est maintenue par la puissance des magies avandes. Selon les histoires traditionnelles, lorsque la barrière tombera, le monde sera à nouveau plongé dans les ténèbres et la catastrophe commencera. Les étudiants s'efforcent donc de répondre aux demandes des magies avandes, non seulement parce qu'ils admirent les magies avandes, mais aussi parce qu'ils craignent que cela soutiendra le ciel. Iris lui dit ensuite qu'elle a eu l'honneur de rencontrer Elphalia. Elle explique qu'elle était seule dans le donjon et s'est retrouvée dans une situation désespérée. Will répond, il semble que tu te retrouves souvent en difficulté, Iris. Elle continue en décrivant comment elle était entourée de monstres, complètement isolée et désespérée, au bord de la mort, mais soudainement, tous les monstres autour d'elle ont gelé et elle a été sauvée dans une scène époustouflante. Elphalia l'a aidée à se relever et lui a parlé de nombreuses choses formidables. Iris dit qu'elle fera de son mieux pour elle et exprime sa joie d'être ici pour jouer son rôle. Cependant, elle n'a pas encore rencontré de marcheur de glace, mais Will semble avoir remarqué quelque chose d'étrange. Elle s'approche alors de Will et lui demande ce qu'il fait. Il explique que, lorsqu'il se déplace, les fantassins de givre laissent derrière eux des fragments de peau. D'habitude, ces fragments font environ entre 0,5 et 1 000, mais ceux-ci sont 2 fois plus longs, voire plus. Il réalise qu'il y a un marcheur de givre à proximité, probablement dans un endroit difficile à détecter. Elle lui demande comment il sait tout cela et Will répond que la magie est incroyable, mais ce n'est pas tout. Il a des connaissances et de la sagesse, et l'expérience peut compenser le reste. Soudain, un monstre apparaît et les attaque. Will attrape rapidement Iris pour la protéger des attaques du monstre. En regardant le monstre, Iris réalise qu'il s'agit d'un roi de givre, la forme la plus puissante des fantassins de givre, évaluée à 6 points et unique au 4e étage. Le monstre leur lance une attaque, mais Will l'esquive et demande à Iris de rester à l'écart pendant qu'il affronte le monstre. Iris le prévient que les attaques physiques ne fonctionneront pas contre ce monstre, car tout ce qui le touche gèle instantanément. Par conséquent, le combat rapproché est impossible et la seule façon de le vaincre est d'utiliser des attaques magiques à longue portée. Will la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il a déjà combattu de tels monstres auparavant. Il s'approche du monstre et commence à esquiver toutes ses attaques. Il enroule ensuite une corde autour du monstre et explique que le roi de givre est faible contre le feu et les attaques explosives. Will met ensuite le feu à la corde, provoquant une explosion qui tue le monstre. Iris regarde en admiration et pense en elle-même, est-ce le Will prétendument sans talent? Il y a un contraste frappant entre les rumeurs que j'ai entendues et la réalité que je vois. Comment devrais-je rapporter cela? Will lui demande de rentrer, et la scène se déplace vers la tour des sorciers. Nous voyons Iris marcher seule, pensant que, même s'il ne peut pas utiliser la magie, sa méthode de compensation est créative et qu'il a un sens du combat soutenu par l'expérience. Ce n'est pas un sorcier au sens traditionnel du terme. Elle entre ensuite dans une salle de réunion où se trouvent 4 personnes, Cariote, Elnor, Zéo et Elphalia. Iris leur dit qu'elle a découvert une personne intéressante lors de sa visite à l'académie, une personne sans talent magique nommée Will Selford. Elle suggère de le considérer pour un poste dans la tour. Tout le monde rejette l'idée, lui demandant de ne pas augmenter le nombre de personnes faibles autour d'eux. Cariote conseille à tout le monde de se calmer et de ne pas se précipiter,
car le moment du grand festival de magie approche et ils peuvent reporter la décision jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. La réunion se termine et tout le monde part sauf Elphalia, qui dit « Will, je t'attends ». Dans le cadre du prochain test auquel les étudiants doivent participer, ils doivent tous se battre contre des golems, et si vous parvenez à en vaincre un, vous réussissez. Xion et Colette sont les premiers à se lancer et réussissent tous deux à vaincre leur golem avec facilité. Pendant ce temps, Will lutte contre le sien. Will essaie de courir derrière le golem pour lui porter un coup de poing net. Lorsque les étudiants le voient sur le point d'attaquer avec ses poings, ils commencent à se moquer de lui parce qu'il ne peut pas utiliser de magie, ce qui distrait Will assez longtemps pour que le golem le frappe à travers la pièce. Les étudiants commencent à partir après avoir été satisfaits de l'échec de Will à vaincre son golem, mais à l'autre bout de la salle, quelques étudiants n'ont aucun mal avec les golems. Il s'agit de Liana et Hyénol, et ils réussissent tous les deux sans aucun doute. Mais il y a un autre étudiant qui sort et commence à lancer de la magie de glace. D'un mouvement de sa baguette, il envoie des éclats de glace sur tous les golems, les enfermant tous dans des blocs de glace solides. C'est Julius, et il est l'un des 3 meilleurs étudiants de l'académie avec les 2 autres. Liana félicite Hyénol et Julius de ne pas se relâcher et de la suivre, mais le festival va bientôt commencer, donc il n'y avait jamais de raison pour aucun d'eux de se relâcher. À cette note, Julius dit qu'il aimerait déclarer une guerre amicale contre eux et qu'il utilisera sa technique ultime nouvellement maîtrisée pour leur infliger une défaite le moment venu. En signe de sa sincérité, il leur offre une rose de glace, mais ni Hyénol ni Liana ne semblent être amusés, bien que Hyénol semble attendre avec impatience un affrontement avec Julius. Ces 3-là sont pratiquement des célébrités au sein de l'école parce qu'ils sont les seuls étudiants à avoir tous gagné plus de 10 000 des 12 000 crédits totaux. Certaines personnes considèrent les crédits comme une réflexion des capacités d'un mage, mais Will n'est nulle part à ce niveau en ce moment. Il n'a même pas assez de crédits pour obtenir son diplôme en premier lieu, et c'est sa dernière année dans cette école. Alors que Will est assis là à se demander ce qu'il va faire, Julius et ses acolytes s'approchent de lui et commencent à l'insulter pour son manque de capacité magique, et Will se contente de s'écarter pour éviter de causer des problèmes. Alors que Julius et les autres partent, Will les entend parler du grand festival de magie et il ne s'était pas rendu compte que c'était déjà cette période de l'année. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Colette vient voir Will et lui dit que son seul espoir de devenir un magiavande est d'être repéré au festival de magie. Tenter de diplomater uniquement sur la base de sa pratique et de ses écrits n'est pas pratique. Y a-t-il eu des cas d'étudiants repérés sans avoir les 7000 crédits nécessaires pour obtenir leur diplôme? Le festival de magie est un événement énorme qui a lieu tous les 2 ans. Il propose plusieurs événements différents et attire des mages de haut niveau de la tour qui espèrent repérer des talents prometteurs. Le festival est un lieu où les différentes factions magiques se battent pour le droit de recruter les meilleurs étudiants, et il ne serait pas exagéré de dire que les admissions pour l'Institut supérieur sont décidées lors du festival. Il y a 5 factions, la faction de la foudre, la faction des elfes saintes, la faction du feu, la faction de la glace et le mystérieux Noah. Toutes ces factions, à l'exception du mystérieux Noah, sont dirigées par leurs magiavandes respectifs, donc s'ils vous repèrent, c'est une promotion garantie. Will ne pense pas qu'il sera choisi puisqu'il échoue déjà et que, pour qu'il soit même remarqué, il devrait avoir une sorte de magie incroyable qui mettrait les hommages dans l'embarras. Et bien qu'il ait raison à ce sujet, il y a encore d'autres moyens d'être repéré. Colette a entendu des rumeurs selon lesquelles les observateurs viendraient chercher des étudiants talentueux, mais Will pense que les observateurs ne sont qu'une légende urbaine. Il n'y a aucune chance qu'un sans magie et sans talent comme lui ait une place au festival, donc il va simplement rester en coulisses et aider avec les préparatifs à la place. Colette pense que Will pourrait changer la façon dont les gens le perçoivent s'il participait au festival cette année et leur montrait ce dont il est capable, mais Will ne veut toujours pas y participer, car cela deviendrait une compétition athlétique s'il y était. Il a déjà essayé de participer au festival une fois auparavant, lors de sa 2e année, et il s'est littéralement fait huer hors de la scène pour avoir utilisé des attaques physiques. Il en a gardé une mauvaise réputation et n'a toujours pas surmonté l'humiliation, il ne veut donc vraiment pas y entrer. Les étudiants de toute l'école ont commencé à s'entraîner sérieusement pour le festival et Colette rappelle à Will qu'en plus des grands mages, de nombreux recruteurs de la capitale seront également présents, donc même si Will ne peut pas obtenir une place en tant que magiavande, il pourrait toujours être repéré pour une autre carrière. Le festival de magie est un excellent endroit pour montrer ses compétences, alors Colette veut vraiment que Will montre à tout le monde à quel point il est capable, mais Will pense toujours que ce n'est pas une bonne idée de participer sans pouvoir utiliser la magie. À ce moment-là, Colette remarque quelque chose d'étrange, alors elle se dirige vers l'un des autres casiers et dit à Will qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est bien caché, mais elle peut sentir une barrière ici. Will demande si elle est sûre que ce n'est pas juste un sort de verrouillage pour le casier, mais Colette peut dire que la barrière est faite pour bloquer le son et obstruer la vue. Colette pourrait la briser avec sa magie, mais cela pourrait être problématique, alors elle demande à Kiki de le faire à la place. Une fois la barrière dissipée, il trouve un escalier caché derrière les casiers, menant à un cercle de jeu secret. Un groupe d'étudiants se rassemble ici pour pouvoir parier sur qui sortira vainqueur du festival de magie.
Colette trouve déplorable que les étudiants transforment leur vestiaire en un cercle de jeu illégal, mais Will remarque alors Chion debout en face d'eux et il est surpris de le voir ici, car Chion ne semble pas être le genre de gars qui aime parier. Chion se défend et commence à crier à Will de s'occuper de ses affaires, mais Colette intervient et avertit Chion que s'il se bat avec Will sans raison, elle s'assurera qu'il le regrette. Chion se calme alors, et Will lui demande à nouveau ce qu'il fait ici puisqu'il ne semble pas participer au pari. Chion ne ressent pas le besoin de répondre aux questions de Will, mais il n'est certainement pas venu ici pour voir si les gens pariaient sur lui ou non, et il n'est certainement pas contrarié que personne ne pense qu'il ait une chance de gagner, même s'il est le 4e meilleur étudiant de l'école. Certes, les 3 meilleurs étudiants ont peut-être légèrement plus de crédit que lui, mais le score de crédit de Chion est dans les 9000 élevé et la seule raison pour laquelle il est classé plus bas que les autres est qu'il a échoué à un test écrit une fois. Depuis lors, il travaille beaucoup plus dur pour rattraper les crédits perdus, mais ses compétences en magie sont toujours à la hauteur de celles de Liana et des autres, donc il a autant de chances de gagner au festival que n'importe lequel d'entre eux, bien qu'il ne sache pas pourquoi il essaie de se justifier auprès de Will. Après cela, le reste de la journée se passe normalement et une fois les cours terminés, Will se lève pour partir. Avant qu'il ne parte, Colette attire son attention et lui demande s'il est libre après l'école parce qu'elle aimerait passer du temps avec lui, même si cela implique d'aller ensemble dans le donjon, mais malheureusement, Will a du travail à faire ce soir, donc il ne pourra pas passer de temps avec elle aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, Will se trouve au restaurant de Gina à la périphérie de la ville et il y travaille comme serveur. Il apporte un plateau de nourriture et de boissons à Donnant, et Donnant se sent mal pour tout le travail que Will doit faire tout le temps. Il livre des journaux le matin, a des cours pendant la journée, puis doit travailler ici la nuit. C'est définitivement difficile, mais Will doit tenir le coup puisqu'il ne se qualifie pas pour la bourse de l'école, ce qui signifie qu'il doit tout payer de sa poche. Donnant mentionne qu'il a entendu parler du grand festival de magie qui approche, alors il suggère à Will de participer, mais Will rejette immédiatement l'idée parce qu'il ne veut pas être humilié à nouveau. Gina crie à Will de retourner au travail et fait remarquer que son ami travaille beaucoup plus dur que lui. On voit alors Rosti, qui travaille également comme serveur ici, bien qu'il ne le fasse que pour Will, en guise de faveur, puisqu'un Rosti est vraiment occupé et qu'un des serveurs de Gina a démissionné, et tout ce travail supplémentaire va simplement être reporté sur les épaules de Will si elle n'embauche pas quelqu'un bientôt. Après le dîner, Will et Rosti nettoient la vaisselle, et Rosti demande à Will s'il est vraiment d'accord pour travailler ici parce que les salaires qu'il reçoit des nains ne sont pas très élevés. Rosti suggère qu'il pourrait facilement demander à Workner de l'aider à trouver un emploi mieux payé, mais Will ne veut pas trop déranger Workner. En outre, il aime beaucoup les gens ici, donc travailler avec eux est amusant pour lui. Ils sont honnêtes, attentionnés et lui témoignent beaucoup de chaleur, donc Will les respecte beaucoup. Tout se passe bien, mais quelques instants plus tard, tout est gâché lorsque Julius entre dans le restaurant juste pour semer la discorde. Dès qu'il entre, la première chose qu'il fait est de commencer à insulter le restaurant et les nains qui s'y trouvent. Julius remarque alors Will et se met à rire de lui-même qu'un raté comme Will ne soit bon qu'à fréquenter des barbares comme les nains. Cela met Donnant en colère, mais les autres nains le retiennent car ils ne peuvent pas se permettre de se battre avec un mage. Julius commence à menacer Donnant de ne rien essayer de drôle parce que lui et tous les autres nains ne sont que des immigrants qui ont fui ici après que les Célestes ont détruit leur monde, et les humains ont gracieusement permis à son espèce de vivre ici sans problème. Donc un nain comme lui n'a pas le droit de regarder Julius de cette manière. Donnant se calme car il sait qu'il ne peut rien faire. Tout ce que Julius a dit sur les nains étant des réfugiés est vrai puisqu'ils ont fui ici après la destruction de leur monde, mais même si la même chose est arrivée aux elfes, les nains sont traités avec mépris par les humains ici. Donc, si Donnant attaquait Julius pour ce qu'il a dit, tous les nains de la ville en subiraient les conséquences. C'est ainsi que fonctionne le monde ici, mais Will ne peut pas supporter une telle injustice. Il décide qu'aujourd'hui sera son dernier jour de travail ici, et puisqu'il n'est plus employé dans cet établissement, Will est libre de faire ce qu'il veut sans que Gina ait à en subir les conséquences. La première chose qu'il fait est d'aller à la table de Julius et de lui dire de retirer ce qu'il vient de dire sur les nains. Les nains sont des travailleurs acharnés qui ont tiré le meilleur parti des conditions difficiles qui leur ont été données et ont prospéré, donc Julius n'a pas le droit de les traiter de barbares. Cependant, Julius se moque des nains ou de leur lutte, alors il lance son assiette de nourriture à Will et ses deux acolytes se lèvent, prêts à battre Will. Cependant, il ne réalise pas qu'une assiette de nourriture lancée sur Will compte comme une agression, donc tout ce que Will fera à partir de maintenant pourra être considéré comme de la légitime défense. Will attrape immédiatement les deux garçons par la chemise et leur fait goûter le sol. Julius est égratigné dans le processus, et cela fait longtemps qu'il n'a pas subi une telle humiliation. Il dit qu'il va faire payer Will pour ce qu'il a fait. La pièce commence à geler alors que Julius sort sa baguette et commence à attaquer Will. Will saute en arrière pour éviter les coups de glace de Julius, mais il n'a pas son épée et se trouve dans un espace clos, donc Julius finit par le piéger avec de la glace et le clouer au mur. Il s'approche alors de lui, prêt à le geler complètement, mais avant de le faire, il regarde Will dans les yeux, espérant y voir de la peur. Mais les yeux de Will ne montrent aucun signe de peur,
donc Julius décide de changer ses plans. Au lieu de geler Will ici, il veut le faire au festival de magie pour pouvoir humilier Will devant toute l'école. Will accepte de combattre Julius au festival de magie, et Julius dit que s'il gagne, il fera expulser Will de l'école une fois pour toutes. Mais Will veut simplement que Julius présente des excuses à tous les nains qu'il a manqué de respect lorsqu'il gagnera. Nous passons directement au jour du grand festival de magie, et il est clair que tout le monde est impatient de voir ce que les étudiants peuvent accomplir. Le recruteur de la faction du feu ordonne à ses hommes de garder un œil sur un étudiant talentueux, car on ne sait jamais qui possède les compétences pour devenir un commandant. Le premier événement est une course de dragons retransmise, et Liana maintient une avance solide sur les autres concurrents depuis un certain temps déjà. Mais ce n'est pas la seule compétition en cours en ce moment, car les spectateurs dans la foule attendent avec impatience de voir les résultats. Il y a aussi un bon nombre de recruteurs présents, tant de la tour que de l'extérieur, et ils sont tous intéressés à recruter les meilleurs étudiants que l'école a à offrir. Sans surprise, Liana remporte la course de dragons en un temps record. Le prochain événement sera l'attaque de la couronne, et il semble que Xion va y participer. Il est de bonne humeur puisque Colette est venue personnellement lui demander de rejoindre son équipe. Elle a enfin dû réaliser à quel point Xion est exceptionnel et souhaite travailler à ses côtés plutôt qu'avec Will. Mais en ouvrant la porte de la salle d'entraînement, il est choqué de trouver Will là aussi. Colette clarifie qu'elle l'invitait à rejoindre une équipe avec elle et Will. Car Will a besoin d'une équipe avec un total de crédits égal à 21 000 pour pouvoir participer à l'attaque de la couronne. Et comme ses crédits sont si bas, la seule personne qu'elle pouvait demander pour combler le dernier poste était Xion. Will s'excuse d'avoir entraîné Xion dans ses problèmes, mais Xion ne voit aucune raison de l'aider en premier lieu. Pourquoi Will voudrait-il soudain participer à un événement de haut niveau comme l'attaque de la couronne? Mais alors que Xion crie après Will, celui-ci croise le regard de Julius, et Xion réalise que Julius est le seul sur lequel Will se concentre. Colette explique qu'il s'est passé quelque chose entre Julius et Will. Et Will a soudain décidé qu'il participerait à l'attaque de la couronne coûte que coûte. Xion est furieux que Will l'ignore, car il n'a toujours pas surmonté le sentiment d'infériorité qu'il a ressenti lorsque Will l'a sauvé dans le donjon. Alors que le prochain événement est sur le point de commencer, le commentateur Mike se présente, accompagné de son co-commentateur Edward, bien que Mike ne soit pas enchanté, car Edward est le professeur le plus détesté de l'école en raison de sa sévérité et de son caractère effrayant. En fait, Mike craint qu'Edward ne le tue avant la fin du festival, mais le spectacle doit continuer. Mike annonce donc l'événement principal de la journée, l'attaque de la couronne. Un sort est lancé au-dessus du stade pour transformer l'ensemble en une carte de bataille. Il y a une zone de volcan, une zone de marécage, une zone de terre désolée, une zone de plantes et une zone de bois. Contrairement aux autres événements, l'attaque de la couronne est une compétition par équipe, chaque équipe étant composée de 3 membres. Toutes les équipes commenceront à la périphérie du terrain et devront se rendre au stade central. Au centre du stade, il y a une couronne géante, et la première équipe à la prendre gagnera. Mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car tout le terrain de jeu est truffé de pièges de toutes sortes. Il est permis de prendre le chemin le plus court vers le stade, et il est également permis d'obstruer les autres équipes. Parmi tous les événements, celui-ci est sûr d'être la bataille royale la plus brutale. Edward ajoute que l'événement a été créé pour être une démonstration pratique de la façon dont les équipes géreraient un raid dans un donjon ensemble, mais personne ne se concentre sur la coordination d'équipe, ils veulent tous voir des combats de haut niveau entre les meilleurs étudiants de l'école. Et s'il y avait un réseau de paris illégaux dans l'école, ce qui n'existe absolument pas, l'équipe de Julius serait la plus populaire parmi toutes les équipes. Et sans surprise, à l'autre bout du pool de paris, l'équipe qui a le moins de popularité est celle dirigée par Will. Les élèves commencent à se moquer de Will pour avoir osé penser qu'il pourrait participer à un événement comme l'attaque de la couronne, mais cette fois, Will ne va pas perdre confiance. Alors que les participants à l'événement se dirigent tous vers leur lieu de départ désigné, Workner est choqué de voir que Will a l'intention de concourir aussi. Il essaie de dissuader Will. Mais l'esprit de Will était déjà décidé dès le départ, donc rien de ce que dit Workner ne peut l'arrêter. Will s'excuse de ne pas avoir écouté Workner, mais même si cela fait de lui la risée de l'école, c'est une compétition qu'il veut gagner à tout prix. Will s'éloigne alors, et Workner accepte qu'il ne pourra pas dissuader Will. Mais il lui rappelle qu'il a été prévenu des risques impliqués, donc si les choses tournent mal pour lui, il n'aura à blâmer que lui-même. Avec tous les élèves en position, l'événement de l'attaque de la couronne peut officiellement commencer. Les élèves se précipitent en avant, et l'équipe de Julius est la première à tomber dans certains des pièges disposés sur le champ de bataille. Alors qu'ils s'approchent, les cubes s'activent et forment une armée de golems qui se dressent sur le chemin de Julius. Avec autant de golems en un seul endroit, cela deviendrait un obstacle insurmontable pour de nombreux élèves. Cependant, Will continue de foncer à toute vitesse, sans montrer aucun signe de ralentissement. Les élèves commencent à se moquer de lui pour avoir tenté de traverser la horde de golems alors qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il n'a pas pu vaincre un seul golem pendant l'exercice pratique. Will continue de courir vers les golems, et avant d'attaquer, il fait un signe à Colette, qui lance ensuite un sort pour créer un gantelet magique pour Will. Avec celui-ci,
Will est capable de démolir absolument tous les golems sur son chemin. Les mâchoires de tous les spectateurs tombent en voyant les capacités de Will. Mais Workner s'attendait déjà à quelque chose comme ça. Tant que Will attaque avec un gantelet magique, il peut infliger une quantité de dégâts considérable, même s'il n'a pas son épée, et comme c'est Colette qui l'a créé, ce n'est techniquement pas contre les règles. Contre toutes les prédictions et les paris illégaux, le premier à réussir à traverser la horde de golems est Will. Et il se dirige maintenant directement vers la couronne. Depuis le jour où Will l'a sauvé, Xion revit ce moment encore et encore dans sa tête. Il le considère comme l'un de ses pires échecs, et il aurait préféré mourir plutôt que de faire face à une telle humiliation. C'est pourquoi il s'est efforcé si durement de s'améliorer et de développer chaque once de force que son corps peut générer. Mais même avec tout son travail acharné, Will le surpasse toujours sans magie dans l'attaque de la couronne. Will et son équipe ont pris une avance considérable, et avec l'objectif d'atteindre le stade et de saisir la couronne, les autres concurrents vont devoir accélérer s'ils ne veulent pas être laissés derrière. Will atteint la zone des terres désolées, et à son arrivée, d'autres pièges s'activent. Cette fois, il commence à tirer des balles de roche sur Will et les autres. Alors que les balles se dirigent vers eux, Will s'arrête et utilise son gantelet pour frapper le sol, créant ainsi un mur de roche qui bloque les balles. Il saute ensuite en avant et demande encore une fois de l'aide à Colette, qui lance un sort qui crée une douzaine d'épées pour Will. Il utilise ensuite les épées comme projectiles pour détruire tous les cubes sur son chemin. Mike annonce que l'équipe de Will a traversé les terres désolées avec aisance et qu'ils n'ont encore rencontré aucun piège qui leur pose un défi, grâce à leur travail d'équipe. Bien que Xion n'ait vraiment rien fait jusqu'à présent, les spectateurs qui parient contre Will essaient de minimiser ses compétences en disant que la magie de Colette fait tout le travail. Il est vrai que la magie de Colette joue un rôle important, mais l'efficacité des armes en combat dépend entièrement de la technique de Will. Les éclaireurs commencent à remarquer Will et son incroyable compétence à détecter et contrer les pièges. Même Edward, qui n'aime pas Will, doit reconnaître son travail acharné. Tout le temps que Will a passé dans les donjons lui a permis de minimiser les inefficacités dans ses mouvements, et ses réflexes surhumains lui permettent de tirer parti des moindres ouvertures disponibles. Une autre équipe est frustrée de perdre face à quelqu'un qui n'a pas de magie, mais leur haine pour Will les distrait tellement qu'ils finissent par tomber dans un piège de fleurs et se font dévorer vivants. Les autres équipes rencontrent des problèmes similaires avec les pièges disposés le long du chemin, mais malgré tous ces obstacles brutaux, Will parvient à maintenir la tête avec son équipe. Les événements du tournoi ont provoqué un véritable tollé dans le stade, au point que Julius peut tout entendre de là où il est. Il demande à ses coéquipiers de lui donner une mise à jour sur la situation actuelle de l'événement, et les coéquipiers de Julius utilisent un sort de détection pour localiser le reste de la compétition. D'après ce qu'ils voient, Will est actuellement en tête avec une large avance. S'ils ne font pas quelque chose rapidement, Julius pourrait réellement perdre. Cependant, Julius ne semble pas trop inquiet, car il a un plan pour s'occuper de Will personnellement. Pendant ce temps, Will et les autres viennent d'arriver dans la dernière zone avant l'arène, les bois enchantés. Will, qui entre en premier, déclenche plusieurs cercles magiques en même temps et réalise rapidement qu'il s'agit d'un piège à cercle en chaîne. Mais ce ne sera pas un problème, car il a déjà la contre-mesure parfaite pour ce genre de situation. Si tous les cercles vont se déclencher en même temps, il va simplement les faire s'annuler les uns les autres. Il commence donc à tailler autour de chaque cercle magique et, en leur donnant un certain effet de rotation, il parvient à faire en sorte que tous les sorts se tirent dessus mutuellement et explosent. Mike annonce avec excitation que Will a traversé les pièges de la forêt sans aucun problème et demande à Edward s'il a des commentaires à faire, étant donné que c'est lui qui a installé ce champ de mine de magie noire. Mais Edward ne fait que claquer la langue avec irritation en voyant que Will a réussi à passer son piège si facilement. Même avec tous l'élan que Will a accumulé grâce à son avance considérable, plus il se rapproche du stade, plus il y a de chances qu'il rencontre une autre équipe et se fasse attaquer. Il a dû éliminer quelques autres équipes, mais il y en a une en particulier qu'il vise. Will a donc l'intention de courir en avant pour tendre une embuscade à Julius. Cependant, alors qu'il se dirige vers un point stratégique pour sécuriser une position avantageuse pour son embuscade, les rôles s'inversent et Julius lui tire un glaçon droit dessus. Will s'en sort bien puisqu'il n'a pas été touché directement, mais il ne comprend pas comment Julius a pu arriver ici avant lui, après l'avance énorme qu'ils avaient. En plus de cela, Julius est seul, ce qui signifie que Will doit s'inquiéter de la possibilité que les autres coéquipiers de Julius soient cachés quelque part pour lui tendre une embuscade. Julius commence à lancer une pluie de glaçons sur Will, ce qui laisse peu de temps à Will pour s'inquiéter d'une éventuelle embuscade. Il commence à fuir pour l'instant. Il doit juste se concentrer et s'occuper sérieusement de Julius, mais on dirait que Xion se met aussi à se concentrer sérieusement en entamant le processus d'incantation pour un inferno incroyablement puissant, bien qu'il semble fixer Will un peu trop intensément. Colette avertit Will que Xion pourrait le viser. Alors que Xion lance le sort, Colette crée un mur de pierre devant Will pour l'empêcher d'être réduit en cendres. L'explosion de Xion provoque une onde de choc massive à travers le champ de bataille, et Will est un peu confus par ce qui vient de se passer. Il regarde autour de lui et voit que la forêt a été complètement incinérée. Xion s'approche de Will en disant que Julius était sur le chemin. Il se peut qu'il ait aussi éliminé Julius,
mais Colette n'a aucun doute sur le fait que Shion a lancé ce sort avec l'intention de tuer Will. Colette demande à Shion ce qu'il pense être en train de faire, mais Shion croit que ses actions sont justifiées. Il a accepté de rejoindre leur équipe à la demande de Colette pour que Will puisse participer à cet événement, et maintenant il veut que la faveur soit rendue en ayant un combat en tête-à-tête avec Will. Will demande pourquoi Shion veut soudainement se battre et pourquoi cela doit se passer maintenant, de tous les moments possibles, mais Shion ne se sent pas obligé de s'expliquer et tire un coup de semonce sur Will. Colette essaie d'intervenir et de l'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle est bloquée par un mur de glace créé par Julius, qui a miraculeusement survécu à cette explosion mortelle. Colette est en difficulté, et Will veut aller la sauver, mais Shion ne va pas laisser Will partir tant qu'il n'aura pas eu un combat en bonne et due forme avec lui. Shion tire alors quelques boules de feu sur Will, qui font tomber son épée de ses mains. Will tente de raisonner Shion pour qu'il reporte ce duel à un autre moment, mais Shion est déterminé à se battre maintenant. Il ordonne à Will de ramasser son épée pour qu'il puisse se battre en duel, et sans autre option, Will accepte de l'affronter. Will avait l'air pitoyable dès le premier jour où il l'a vu, mais à l'époque, Shion ressentait une véritable sympathie pour Will et tout le harcèlement qu'il subissait, et il voulait vraiment l'aider. Il a donc essayé de convaincre Will de devenir son subordonné, car ainsi personne ne pourrait plus le harceler. Cependant, Will l'a complètement ignoré et a continué à marcher. Shion a couru pour le rattraper, mais lorsqu'il a attrapé Will et lui a dit de prendre son offre au sérieux, Will l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit de se pousser de son chemin. Shion a peut-être pris Will en pitié, mais Will ne s'est jamais apitoyé sur lui-même une seule minute, au contraire, il était toujours concentré sur son objectif, et Shion ne pouvait pas accepter le fait que Will ait rejeté sa gentillesse et l'ait ignoré comme s'il était un personnage secondaire. Dès ce jour, Shion a commencé à détester Will. Revenons au présent. Will court parmi les arbres pour échapper aux boules de feu de Shion, mais alors qu'il se cache derrière un arbre, Shion envoie des boules de feu à tête chercheuse qui manquent de peu de toucher Will et l'envoie voler à travers la forêt. Il se rattrape avec son épée, mais Shion lui envoie une autre attaque de flamme dans sa direction, obligeant Will à utiliser son épée pour la dévier. Alors qu'il est distrait, Shion le prend par surprise avec un fouet de feu qui le fait tourbillonner à travers la forêt. Will finit par réussir à se libérer, mais Shion est là pour l'attaquer avec un sort d'explosion dévastateur. Heureusement, Will parvient également à dévier cette attaque, mais cela commence à énerver Shion que Will ne fasse que se défendre alors qu'ils sont censés livrer un combat à fond. Will répond en disant qu'il ne veut pas se battre contre Shion ici, que la seule raison pour laquelle il a rejoint cette compétition est de rendre justice à Donan et aux autres nains, et qu'il n'a pas de temps à perdre dans un combat inutile avec Shion en ce moment. Shion est furieux que Will ne le prenne toujours pas au sérieux, même dans une situation comme celle-ci, alors il menace de réduire Will en cendres s'il ne commence pas à traiter cela comme un combat sérieux. La foule est choquée de voir Shion combattre Will alors qu'ils sont censés être dans la même équipe, car une telle situation ne s'était jamais produite auparavant. Mike demande l'avis d'Edward sur la question, et Edward déclare qu'il est honteux pour des élèves de la même équipe de se battre entre eux, d'autant plus que l'objectif de la compétition est le travail d'équipe. L'équipe de Will est donc certaine de perdre des points avec les observateurs. Cependant, il semble également très satisfait que Shion compromette les chances de Will de remporter cet événement. Tout le monde dans la foule est choqué que Shion soit assez borné pour attaquer son propre coéquipier à cause d'une rancune personnelle, et les observateurs prennent certainement note de ce comportement. Rosti s'inquiète pour la sécurité de Will, mais il ne peut s'empêcher d'être intrigué par ce qui va se passer ensuite. Alors qu'il regarde avec anticipation, Iris s'approche de lui et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Rosti semble la reconnaître, alors il dit qu'il n'a pas de problème avec cela, et Iris prend place et commence immédiatement à encourager Will. Rosti est surpris qu'elle fasse un tel effort pour soutenir Will, car elle lui semblait toujours être une personne assez distante. Iris admet que c'est inhabituel pour elle, mais après avoir fait la connaissance de Will, elle n'a pas pu s'empêcher d'être captivée par lui. Rosti peut comprendre ce sentiment, mais il commence à être jaloux que Will soit si populaire auprès des filles, et même Shion, qui se bat techniquement parce que Will ne lui a jamais accordé d'attention. Naturellement, Rosti aime Will plus que quiconque, puisqu'il est son colocataire, mais il pourrait en dire autant de Colette, qui est toujours restée aux côtés de Will quoi qu'il arrive. Même maintenant, alors qu'elle est attaquée par Julius, la seule chose qui l'occupe est de savoir comment faire arrêter Shion de combattre Will afin qu'il ne perde pas cette compétition. Cependant, elle ne pourra rien faire contre le combat entre Shion et Will tant que Julius est là. Julius se moque de Colette, lui reprochant de fuir tout ce temps alors qu'elle est connue sous le nom de princesse de la Terre pour ses compétences. Cependant, Colette n'a jamais aimé ce titre, alors elle le menace de lui faire regretter de l'avoir appelé ainsi à nouveau. Julius envoie plus de stalactites vers Colette, alors celle-ci utilise la magie de la Terre pour créer un mur devant elle et arrêter la glace. Cependant, Julius ne visait pas seulement elle, car l'un des stalactites frappe le sol et active l'un des pièges d'Edward. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est prise dans une explosion d'énergie massive. Pendant ce temps, les spectateurs commencent à remarquer quelque chose d'étrange à propos de Julius, il apparaît sur tous les écrans en même temps. D'une manière ou d'une autre,
Julius combat chaque élève impliqué dans cette compétition en même temps, mais la méthode qu'il utilise reste un mystère total. Julius défie également l'équipe de Ignol, et ce dernier accepte le défi supplémentaire de faire face à Julius. Mais avant de commencer, il dit qu'il veut rendre la fleur de glace que Julius lui a donnée. D'un geste de sa baguette, Ignol fait apparaître la fleur de glace de Julius dans le ciel, ce qui distrait Julius suffisamment longtemps pour que Ignol crée un cercle magique sous ses pieds et l'anéantisse instantanément. Bien que les autres soient confus, Ignol reconnaît que c'est ce que Julius voulait dire quand il disait qu'il gagnerait avec son atout, et il doit admettre qu'un sort de niveau magie avant est assez impressionnant. Mike n'est pas sûr de ce qui s'est passé exactement, mais Ignol vient de vaincre Julius qui est soudainement apparu juste devant lui. Coïncidence ou non, Mike avait misé tout son argent sur Ignol, donc il est vraiment excité de le voir bien performer. Pendant ce temps, au-dessus du stade, 2 elfes de la faction elfique observent le festival. Le Fia demande à Fylvie ce qu'elle pense des élèves de l'académie, et Fylvie répond simplement qu'ils se débrouillent à peu près aussi bien qu'elle s'y attendait. L'opinion générale concernant la compétition est que Julius ou Ignol va gagner, et que Will aurait peut-être eu une chance si Xion n'avait pas agi ainsi. Cependant, ses amis savent que ce comportement est complètement hors de caractère pour lui, et ils se demandent ce qui a bien pu le pousser à agir de manière si impulsive. Lyril pense comprendre pourquoi Xion fait tout cela. Ce n'est pas qu'il essaie de faire expulser Will parce qu'il le déteste, il veut simplement prouver quelque chose. On revient au combat entre Will et Xion. Will ne comprend pas ce qu'il a bien pu faire pour mériter autant de haine de la part de Xion. Depuis son inscription à l'école, il n'a jamais rien fait de mal, pourtant il a été harcelé sans relâche par ses camarades en raison de son manque de magie. Il était conscient qu'il était un raté, alors il n'a jamais demandé de reconnaissance ni tenté d'être égoïste, mais les gens continuaient à l'embêter, c'est pourquoi Xion a essayé de l'aider. Will a mal interprété cela comme un autre acte de harcèlement et s'est éloigné. Revenons au présent, où il esquive une autre boule de feu de Xion, mais la prochaine attaque que Xion prépare ne sera pas si facile à éviter. Il invoque un gardien faucon de feu, et Will est choqué, car invoquer un gardien est de la magie de très haut niveau. Xion envoie le gardien attaquer Will, et ce dernier doit réfléchir rapidement pour éviter de se faire brûler. Il plante son épée dans le sol et saute par-dessus l'oiseau pour lui trancher une aile. Immédiatement après, il commence à charger vers Xion pour l'attaquer, mais le gardien régénère instantanément son aile et commence à charger Will par derrière. Will doit maintenant diviser son attention entre gérer Xion qui attaque de front et se défendre contre le gardien qui attaque par derrière. Il prend une décision en une fraction de seconde, esquivant l'attaque du gardien et déplaçant son épée dans l'autre main pour bloquer l'attaque de Xion. Cependant, Will lutte toujours pour maintenir sa position face aux flammes de Xion. Il finit par dévier la boule de feu, ce qui laisse à la fois lui et Xion essoufflés. Au stade, Edward est choqué par le niveau de compétence que Xion vient de démontrer, car cela dépasse largement ce qu'un étudiant devrait être capable de faire. Non seulement il a pu utiliser un sort de feu aussi puissant dès le début du combat, mais il a également pu invoquer un gardien sans faille pour l'aider en bataille. Les éclaireurs n'avaient pas réalisé que Xion possédait un tel contrôle précis sur sa magie, ce qui ne correspondait pas au rapport qu'ils avaient reçu à son sujet. Selon tous ces dossiers, il était un étudiant en magie décent, mais pas assez exceptionnel pour être considéré comme l'un des talents de l'école. Cependant, quelque chose a dû se passer récemment pour qu'il s'améliore autant. Ils devront préparer un nouveau rapport pour Cariote, car il semble qu'ils aient trouvé leur dernier candidat pour le repérage. Will réalise également que Xion est devenu beaucoup plus fort qu'avant, mais ce dernier commence à crier sur Will, car il sait que Will se retient encore contre lui. Xion veut que Will utilise la force qu'il a montrée contre le sentinelle maléfique, mais la situation était différente à l'époque. C'est une chose de se donner à fond pour tuer un monstre, mais Will ne voit aucune raison de combattre Xion maintenant. Xion ne peut pas croire qu'après toutes ces années à haïr Will et à l'humilier à chaque occasion, Will ne lui en veuille toujours pas. Cependant, Will n'a jamais dit qu'il ne ressentait pas de rancune envers Xion. Il ne peut même pas compter le nombre de fois où il a pensé à se venger de tout ce que Xion lui a fait, mais ce n'est pas le moment pour ça, car il doit se concentrer sur la défaite de Julius à la place. En entendant ces mots sortir de la bouche de Will, Xion devient incroyablement en colère, car même maintenant, Will continue de l'ignorer. Il ne se soucie pas des problèmes de Will ou de ses objectifs, il veut juste que Will le regarde et l'affronte comme un rival digne, plutôt que comme un obstacle insignifiant. Alors que Will n'a jamais essayé d'agir de manière égoïste, une partie de lui a toujours souhaité que quelqu'un reconnaisse ses compétences, mais il ne pensait pas que cela arriverait un jour. Il n'a jamais su que Xion pensait autant de bien de lui, mais maintenant qu'il le sait, si Xion veut vraiment que Will le reconnaisse comme un adversaire, alors Will n'a pas d'autre choix que de l'affronter sérieusement. Xion est heureux de voir que Will le prend enfin au sérieux, alors il commence à incanter un autre sort. Will réalise que s'il essaie d'attaquer maintenant, le gardien interviendra sûrement, alors il décide d'attendre le moment où Xion finira de lancer son sort pour contre-attaquer. Alors que Xion termine son incantation, il ordonne à son gardien d'attaquer pendant qu'il lance simultanément un sort d'annihilation à large portée. Cet assaut simultané serait normalement inévitable, mais Will avait déjà anticipé les trajectoires de toutes les boules de feu.
Il se précipite habilement en esquivant les attaques, puis saute dans les airs pour détruire le cœur du gardien. Sans plus aucun obstacle, il charge directement vers Xion pour l'éliminer. Xion s'attendait à cette réaction de la part de Will, mais il n'a pas encore épuisé ses mesures défensives, lançant une boule de feu à la dernière seconde. Cependant, avant que les deux puissent s'affronter, Colette crée un mur de pierre géant entre eux. Ni Will ni Xion ne s'attendaient à cela, et ils tombent tous deux au sol. En levant les yeux, ils aperçoivent une Colette furieuse, dont la plupart des vêtements ont été brûlés. Will lui demande ce qui est arrivé à Julius, et elle répond qu'elle l'a mis en pièces, mais qu'il s'est ensuite transformé en glace et a disparu. Xion est confus lorsqu'elle mentionne la disparition de Julius, mais il remarque quelque chose d'encore plus surprenant, les vêtements de Colette sont presque entièrement brûlés. Il lui fait remarquer qu'elle montre trop de peau pour une dame de la noblesse, mais elle lui rappelle que ce sont ses flammes à lui qui ont brûlé ses vêtements. Elle dit ensuite à Will qu'il devrait continuer sans eux, car il doit rattraper Julius avant qu'il ne capture la couronne. Xion tente de protester, affirmant qu'il n'a pas encore terminé son duel avec Will, mais elle le coupe en disant qu'il est crucial que Will batte Julius ici et maintenant, et que c'était probablement sa seule chance de montrer à la tour ce dont il est capable. Mais Xion a tout gâché. Will la remercie de s'inquiéter pour lui, mais assure qu'il peut encore arriver à temps. Il s'excuse auprès de Xion et lui propose de terminer leur duel une autre fois. Pourtant, Xion, toujours désireux de régler leur compte aujourd'hui, reste frustré. De retour au stade, la première équipe à arriver est celle de Julius, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Mais juste à l'extérieur du stade, Will court à toute vitesse, et avant que l'équipe de Julius ne puisse revendiquer la couronne, il atterrit en trombe au milieu de l'arène et défie Julius pour régler cette affaire.